Aujourd'hui, je vous raconte les décès tragiques de Myriam Dallaire et de sa mère Sylvie Bisson. Et moi, je vous parle de l'indéchiffrable disparition de Nadia Lantin. Vous écoutez le balado Captive. Tu sais, Michel, je pense qu'avec la réputation qu'on s'est forgée au fil des saisons avec Captive, c'est de plus en plus difficile pour moi de justifier le choix de mes sujets, surtout quand il est question d'un drame plus poignant, plus violent. J'ai plus le choix de me poser la question « Pourquoi je veux raconter ça? En quoi ce sera utile que je mette de l'avant cette histoire-là, sachant que ça fera probablement écho auprès des familles impliquées? Comme pour toi, Michel, là, avec tes disparitions, la grande majorité du temps, c'est quoi ta mission, hein? Raviver l'histoire auprès des gens, faire connaître le nom d'une personne disparue depuis des années, dans le but de quoi? De peut-être un jour amener quelqu'un à parler. Exactement. Mais de mon côté, moi, qu'est-ce que j'amène concrètement avec mes histoires dont la finalité est trop souvent dramatique, voire même cauchemardesque? Si certaines de mes histoires les plus troublantes, je les raconte dans le but d'éduquer ou de vulgariser même un processus judiciaire plus complexe, par exemple. Mais quelquefois, ça va au-delà de ça, comme dans le cas d'aujourd'hui. Tu vas remarquer que le drame lui-même, aussi choquant soit-il, fait malheureusement partie d'une statistique. Une histoire qui dépasse l'esprit pour les proches, pour nous aussi, mais qui figure maintenant dans une longue liste de drames semblables au Québec et même ailleurs au pays. Et pourtant, les victimes, elles sont bien plus qu'une simple statistique. Je parle ici des victimes de féminicide, principalement ceux commis dans un contexte de violence conjugale. Leurs mémoires serviront peut-être, on le souhaite, à améliorer un jour l'accès aux ressources pour les autres femmes aussi victimes de violences conjugales. En attendant, le mieux que je puisse faire est simplement de parler d'elles. Donc aujourd'hui, je vous raconte l'histoire bouleversante des meurtres de Myriam Dallaire et de sa mère, Sylvie Bisson. Michel, je pense que comme moi, tu es très au fait des chiffres en lien avec les féminicides au Québec dans les dernières années. Des chiffres inacceptables. Exact. En fait. C'est spécialement depuis la pandémie où les règles strictes de confinement ont joué malheureusement un rôle dans l'augmentation drastique du nombre de victimes. Mais comment les ignorer, ces chiffres-là? Mon histoire se déroule en 2021 et c'est à cette période-là qu'on a tous été happés en voyant l'augmentation foudroyante du nombre de féminicides dans un contexte de violence conjugale. Malheureusement, ces drames-là ne datent pas d'hier, mais le contexte pandémique a mené vers une vague, un raz-de-marée, je dirais, qui, 3 ans plus tard, malgré la fin de la pandémie, ne se dissipe toujours pas. Combien de fois par mois, on publie par le biais de nos réseaux sociaux le nom d'une nouvelle victime, Michel? On manque de mots à chaque fois. Ouais. D'après le site d'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, en 2021, on dénombrait 173 féminicides dans tout le Canada, dont 26 au Québec. C'est incroyable. Je sais, incluant les victimes souvent peu nommées des communautés autochtones. La grande majorité de ces féminicides-là sont souvent rattachés à un contexte de violence conjugale. Myriam Dallaire et sa mère, Sylvie Bisson, sont les premières victimes qui figurent sur la liste du mois de mars 2021, qui sera malheureusement le mois le plus funeste de l'année, avec ses 6 victimes. Juste au Québec, 6, Michel, en un seul mois. Pour te donner une idée de l'ampleur du problème, en 2021, le Conseil du statut de la femme a compté 18 571 femmes victimes d'infractions contre la personne commises dans un contexte de violence conjugale. Répète-moi ce chiffre-là. 18 571. Et ça, ce sont juste les situations déclarées à la police, Michel. Donc, à ça, il faut ajouter toutes ces femmes qui sont prises dans une situation de violence conjugale qui ne sont pas en mesure de dénoncer pour diverses raisons évidentes. Incroyable. Puis ce nombre-là, Michel, sera encore plus élevé l'année suivante, en 2022.
Aujourd'hui, en plus de te faire le récit dramatique de Myriam et Sylvie, tu devineras que j'avais pas le choix de te faire le portrait décourageant de l'inaction et de l'incohérence de nos institutions en matière de prévention contre la violence conjugale. La prise de conscience est trop lente du côté du gouvernement, malgré les cris à l'aide des organismes qui sont là pour protéger les victimes. Il y a aussi les failles dans le système judiciaire qui permettent malheureusement à certains récidivistes de frapper encore, comme tu pourras le constater avec les faits que je vais te présenter aujourd'hui. Parce que oui, Michel, ces failles ont coûté la vie à Myriam Dallaire, une jeune maman de 28 ans qui est décédée le soir du 1er mars 2021 à la suite d'un élan de rage de la part de son ex-conjoint. La mère de Myriam, Sylvie Bisson, 60 ans, est une victime collatérale dans ce drame épouvantable-là. Mais avant de plonger dans la lourdeur des événements, j'avais envie de connaître un peu plus les victimes. Un peu comme toi, Michel, je suis allée surfer sur les réseaux sociaux pour essayer de m'insérer un peu dans la vie de Myriam Dallaire. Puis, à ma grande surprise, son compte Facebook existe toujours. Je suis tombée sur une page Facebook colorée, dynamique. On y voit même une courte vidéo d'une charmante Myriam, dégourdie, souriante, qui vante une gamme de produits naturels dont elle est devenue, depuis juin 2020, une représentante à domicile. On se replonge en début de pandémie, on avait soif de nouveaux projets. À cette période-là, Myriam est en congé de maternité. Puis on sent qu'elle réalise un projet qui lui tient à cœur et qui la rend fière. Mais avant tout, Myriam est une éducatrice à l'enfance. Je présume donc qu'elle doit nécessairement avoir un grand bagage d'empathie, de patience et de persévérance. Vraiment. Parmi ses publications les plus récentes, elle parle notamment des promotions en lien avec ses produits naturels, accompagnées souvent de petites citations un peu philosophiques, axées sur le bien-être puis sur le cheminement personnel. Par exemple, « L'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Prends soin de toi. » Ou « Ne reste pas coincé dans une vie que tu ne supportes plus. Prends le risque du changement, tu pourras y découvrir ta voie. » Myriam utilisait ces citations-là dans le but d'inciter les futurs clients à utiliser sa gamme de produits, puis parfois même en guise de recrutement de futurs représentants. Mais est-ce qu'inconsciemment, elle faisait aussi un lien avec sa vie personnelle? Ne reste pas coincé dans une vie que tu ne supportes plus. Ouais, ça frappe. Je peux pas m'empêcher, moi, de faire un lien avec sa propre vie. Est-ce qu'elle vivait à cette même époque-là des moments difficiles dans son couple? Tu sais, c'est triste, Michel, parce que moi, avec mon regard extérieur, je regarde cette page Facebook-là, puis je vois une femme épanouie, heureuse, amoureuse même, qui souhaite publiquement le 21 juin 2020 une bonne fête des pères à son homme, son amour, qui lui répond « Merci, mi amor, je vous aime aussi ». Le 18 février 2021, à peine 12 jours avant son décès, Myriam changeait sa photo de couverture de sa page Facebook par une image qui regroupe des pensées positives avec des mots-clés comme confiance, force, succès, ambition, combat, joyeux, bonheur, volonté, vie. Je ne sais pas si c'est volontaire que ses proches aient laissé sa page Facebook visible, mais je présume que si ce l'est, c'est sûrement parce que ça représente réellement qui elle était, Myriam Dallaire. Elle n'est pas qu'une victime. Puis d'ailleurs, dans un article de la presse du 3 mars 2021, on peut y lire que sa famille la décrit comme une jeune femme dévouée, avec beaucoup d'entrain, puis à la bonne humeur contagieuse. On dit aussi de Myriam que c'était une femme forte qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Puis Michel, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, parce que sa mère, Sylvie, on dit d'elle qu'elle partageait la même énergie que sa fille. Elle avait hâte à sa retraite imminente qu'elle envisageait passer dans les Laurentides avec son mari, Alain, qui est aussi le papa de Myriam. C'était une famille tissée serrée, puisqu'ils habitaient tous dans une grande maison bigénérationnelle sur la rue Samson, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. La maison est divisée en 2 logements distincts. En mars 2021, Myriam occupait le rez-de-chaussée avec son ex-conjoint et leur petit garçon d'1 an, tandis que ses parents habitaient le 2e étage. Je dis ex-conjoint puisque le couple était séparé depuis quelques mois, mais ils habitaient toujours ensemble. Il s'agit de Benjamin Soudine, 33 ans.
J'ai pas la date exacte du début de leur relation, mais sur une photo du profil Facebook de Myriam qui remonte au 2 août 2017, on y voit le couple s'embrasser. Je présume donc qu'ils ont dû se rencontrer dans ces eaux-là. Mais dès le départ, Michel, une ombre planait sur le couple et je ne sais pas si Myriam connaissait tous les détails. En fait, à la même période, Soudine faisait face à la justice dans un dossier de violence conjugale. À la suite de sa séparation d'avec son ex-conjointe, il l'avait menacée de mort, puis il l'avait aussi bousculée. La femme a eu le courage de porter plainte. À son audience en janvier 2018, il avait juré s'être repris en main. Promis, je recommencerai pas, qu'il avait déclaré devant la cour. Il avait donc écopé de seulement 150 heures de travaux communautaires. Je ne sais pas si Myriam connaissait le passé de son nouvel amoureux lorsqu'elle a pris la décision de s'engager dans une relation avec lui. Est-ce que si elle avait pu avoir les drapeaux rouges, elle aurait rebroussé chemin? Mais, en même temps, on le sait, la violence conjugale est souvent insidieuse, puis on peut être vite manipulé, puis tomber sans s'en rendre compte dans les filets de son partenaire, et ce, même si on est une femme solide. Comme on dit, là, l'amour rend aveugle. Une de ses amies a pourtant déclaré dans le Journal de Montréal du 5 mars 2021 qu'elle ne croit pas que Myriam aurait enduré de la violence conjugale. Je l'ai dit plus tôt, Myriam dégageait une assurance, une ténacité. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Est-ce que sa relation avec Benjamin Soudine a donc changé au fil du temps? Puis est-ce que c'est la raison pour laquelle Myriam a mis un terme à leur relation malgré qu'ils venaient tout juste d'avoir un enfant ensemble? Est-ce que Myriam a compris qu'elle devait se sortir, elle et son fils, d'une relation devenue dangereuse? Comme tu peux t'en douter, Soudine a très mal pris leur séparation. Puis ce qui est très déplorable dans tout ça, Michel, c'est qu'au moment de son audience en janvier 2018, dans le dossier de violence conjugale envers son ancienne partenaire, jamais la Cour n'a pris en considération son passé violent. Parce que oui, Soudine était un criminel connu des autorités. En 2011, il a été incarcéré plusieurs mois à la suite d'accusations d'introduction par effraction et de voies de fait armées contre un quinquagénaire qui l'a battu à coups de barre de fer avec 3 autres complices. Voyons donc. Dans le Devoir du 4 mars 2021, Mme Sabrina Lemeltier, qui est la présidente de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape. Petite parenthèse ici, les maisons de deuxième étape. C'est des maisons qui accueillent les femmes présentant le plus haut risque de se faire assassiner, Michel. Donc, des femmes qui recherchent rapidement un refuge sécuritaire. Donc, Mme Lemeltier déplore que le système de justice n'a jamais pris en compte le passé violent de Benjamin Soudine en janvier 2018. Jamais sa dangerosité n'a été évaluée malgré ses antécédents. Il s'est excusé, il a reçu une tape sur les doigts, puis il a repris sa vie. C'est tellement bizarre. Je le sais. Madame Lemeltier fait carrément le parallèle avec la violence conjugale. Elle dit que Soudine a reproduit le cycle de violence, mais avec la justice. Je recommencerai plus, je vous le jure. Puis on l'a cru. Mais s'en est suivi un drame inimaginable 3 ans plus tard, le soir du 1er mars 2021. Petit avertissement que les détails de la tragédie qui vont suivre pourraient vous heurter. Je t'expliquais que Myriam habitait au rez-de-chaussée d'une maison bigénérationnelle. Vers 21h, Sylvie Bisson, sa mère qui habitait à l'étage, a été alertée par du grand vacarme qui venait d'en bas, de chez sa fille. Le bruit était assez important pour qu'elle décide de se précipiter au rez-de-chaussée pour s'assurer que sa fille était en sécurité. Ce qu'elle ne savait pas pendant ces quelques secondes-là, c'est que sa fille Myriam se battait pour sa vie sous les coups de hache que lui infligeait Benjamin Soudine. Je suis pas capable de m'imaginer, Michel, les dernières secondes qu'a dû vivre Sylvie Bisson en entrant dans l'appartement de sa fille, juste avant de subir le même sort et de tomber aussi sous les coups de l'objet tranchant. Quelques secondes plus tard, Soudine quitte les lieux de manière précipitée. Monsieur Dallaire, à l'étage, entend la porte du rez-de-chaussée claquer de plein fouet. Il décide d'aller voir ce qui se passe. Michel, c'est Monsieur Dallaire qui a découvert les corps meurtris de sa femme et de sa fille dans l'appartement. C'est cauchemardesque. Je le sais. À 21h15, les policiers arrivent sur les lieux et les ambulanciers transportent les victimes au centre hospitalier.
Le décès de Mme Bisson est déclaré dès son arrivée à l'hôpital, tandis que Myriam est entre la vie et la mort. Pendant ce temps-là, sur la rue Bélanger, à Saint-Jérôme, une route de campagne à peine 3 km du domicile de Myriam Dallaire, une violente collision frontale a lieu. Benjamin Soudine, qui a pris la fuite en voiture après le drame, a volontairement percuté à pleine vitesse un véhicule dans le but de s'enlever la vie. Non! Les secours vont prendre 1h30 à l'extirper de sa voiture à l'aide des pinces de désincarcération avant de finalement le conduire à l'hôpital vivant. Les occupants de l'autre véhicule ont été blessés gravement, mais ils ne succomberont pas à leurs blessures, heureusement. Soudine est aussi blessé grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Son plan a échoué. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour Myriam Dallaire. Au lendemain de la tragédie, sa famille, c'est-à-dire son père Alain et sa sœur Cassandra, qui ont déjà perdu Sylvie la veille, devront prendre la très difficile décision de débrancher Myriam de son respirateur, puisqu'elle n'avait plus aucune chance de survivre à ses blessures. Elle laisse derrière elle son petit garçon, Léandre, âgé d'à peine 1 an. Rapidement, dans les journaux les jours suivants, on décrit le crime commis par Soudine comme une explosion de colère, un défoulement. Manon Monastès, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, explique que cet événement-là n'est pas une perte de contrôle de la part de Soudine, mais bien une prise de contrôle. Il devait se dire, s'il n'est plus avec moi, mais pas question qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. Elle ajoute que la séparation récente du couple additionnée aux antécédentes violences de Soudine indique clairement qu'il était une bombe à retardement. Avec tous les drapeaux rouges, Michel, ce féminicide-là aurait dû être prévenu. Pourquoi les indices en termes de dangerosité n'ont pas été pris au sérieux lors de son audience pour violence conjugale en 2018? Madame Sabrina Lemeltier, que j'ai citée un petit peu plus tôt, qui préside l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, elle le dénonce clairement, je la cite. Le système de justice n'a pas fait la relation entre ces actes, alors qu'on aurait pu envoyer un message fort à cet homme-là. Ben oui. Ben malheureusement, ça a amené vers un crime injuste d'une extrême violence. 3 semaines après la tragédie, soit le vendredi 19 mars 2021, c'est de son lit d'hôpital que Benjamin Soudine est formellement accusé des meurtres non prémédités de Myriam Dallaire et Sylvie Bisson. Quelques semaines plus tard, au début avril 2021, une grande manifestation est organisée afin de dénoncer le fléau des féminicides dans la province. C'est la comédienne et autrice Ingrid Falaise, elle-même ancienne victime de violences conjugales, qui a appelé la population à se mobiliser aux côtés de différents organismes, dont le Regroupement des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales, de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, de l'Alliance des maisons de deuxième étape et du Regroupement des centres de femmes du Québec, qui est le plus grand regroupement féministe d'action communautaire autonome au Québec. Des milliers de personnes se sont mobilisées dans les rues de Montréal où on pouvait lire des messages percutants sur les pancartes des marcheurs. Par exemple, « On ne tue jamais pour l'amour » ou « Plus écoutée morte que vivante », en parlant des nombreuses victimes souvent laissées sans ressources. Une minute de silence a même été observée à leur mémoire pendant l'événement. Les organisatrices de cette grande mobilisation-là souhaitaient interpeller le gouvernement sur l'importance d'agir rapidement afin de pouvoir renforcer le filet de sécurité autour des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Et enfin, il semble que l'appel ait été entendu par le gouvernement du premier ministre François Legault, puisque quelques semaines plus tard, à la fin avril 2021, on annonçait un plan de près de 223 millions de dollars sur une période de 5 ans pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides. La ministre de la Sécurité publique de l'époque, Geneviève Guilbeault, précisait que 92 millions de dollars allaient être consacrés aux maisons et centres d'hébergement pour femmes victimes de violences, puisque malheureusement, un manque flagrant de places disponibles dans ces centres-là, Michel, dû à la trop grande demande. Hey, c'est alarmant, là. On espère donc qu'avec l'annonce du gouvernement, plus de places dans les centres et plus de ressources seront mises sur pied afin d'aider encore plus les victimes.
Mais tu sais, Michel, en dehors d'aider les victimes, là, je pense qu'il y a aussi un très gros travail en termes de prévention qu'il faut mettre en place. Puis j'ai été contente de lire qu'à même le budget de 223 millions de dollars, il y avait une grande portion qui allait aussi être consacrée à renforcer les services qui viennent en aide aux hommes violents. Mais encore faut-il qu'ils aillent chercher de l'aide, ces hommes-là, hein? Ce qui représente encore un très gros enjeu. Bon, je suis pas du tout une experte, mais dans le cas de Benjamin Soudine, on dirait que je suis pas certaine qu'il aurait été du genre à aller chercher des outils afin de gérer son tempérament violent qui l'habitait depuis longtemps. Hein? Il se disait lui-même conscient et désolé des gestes qu'il avait commis envers son ex-conjointe en 2018. J'ai de la difficulté à voir comment les hommes violents peuvent bénéficier des services d'aide si ça vient pas de leur propre volonté. Est-ce que ça devrait plutôt leur être imposé à la seconde même où ils sont reconnus coupables de violence conjugale? T'en penses quoi, toi? Moi, je pense qu'il faut vraiment démontrer une volonté de changer, puis qu'il faut que ces hommes-là soient pris en main rapidement, puis qu'il y ait des énormes conséquences. Absolument. S'il n'y a pas ce chemin-là de fait. Ben oui, ouais. Exactement. Un peu comme on le fait avec l'alcool au volant actuellement. Exactement. Une chose est certaine, Soudine savait que le geste qu'il venait de commettre allait avoir des répercussions graves sur sa vie et c'est probablement pourquoi il a voulu mettre fin à ses jours lorsqu'il a quitté promptement son domicile en voiture. Excuse-moi, en impliquant encore en plus d'autres gens. Oui, exactement. S'il n'a pas réussi à mourir comme il l'a souhaité, bon, il a au moins fait preuve d'un semblant de résilience là, en plaidant coupable aux accusations de meurtre non prémédité et de conduite dangereuse ayant causé des lésions. C'est le 20 janvier 2022, au Palais de justice de Saint-Jérôme, qu'il reçoit sa sentence de prison à vie, sans possibilité de libération avant 18 ans. Il a pris la parole lors de son audience. Je le cite. « Je me demande pas d'excuses. Je veux juste vous faire savoir que moi aussi, j'en souffre. C'est tellement plate, je le regrette. » C'est tellement plate, qu'il dit. Mais bon. Dès le départ, Soudine aurait avisé son avocate qu'il n'avait pas l'intention de faire subir un procès à la famille de Myriam et Sylvie, ce qui a été un facteur atténuant au niveau de sa sentence, qui demeure quand même assez représentatif, je dirais, pour ce genre de crime relié à la violence conjugale. 18 ans de prison, c'est pas rien, quoique j'ai tendance à penser que ça pourrait être plus. Mais ça, c'est mon opinion. Alain Dallaire, le père de Myriam et le mari de Sylvie Bisson, a déclaré que le prononcé de la sentence annonçait enfin le début de son processus de deuil. Cela dit, il précise quand même qu'il a de la difficulté à comprendre qu'un jour, Benjamin Soudine pourrait retrouver sa liberté, ce qui est en effet assez légitime comme réflexion. Hein? On sait toutefois que M. Dallaire pourra, entouré des autres membres de la famille, dont sa deuxième fille, Cassandra, se concentrer pleinement à offrir tout son amour au petit Léandre, hein, le fils de Myriam, qui, malgré la perte tragique de sa mère, pourra grandir dans un environnement empreint d'affection et de sécurité. Michel, on est maintenant en 2024. 3 ans après que le premier ministre François Legault se soit engagé à faire construire plus de centres d'hébergement grâce à une portion de son budget de 223 millions de dollars qu'il a débloqué. Eh bien, à ce jour, le nombre de nouveaux centres construits s'élève à 0. Dans un communiqué partagé en date du 28 mars 2024 sur le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, j'ai été choquée, outrée de lire que l'organisme SOS Violence conjugale refuse en moyenne 17 demandes d'hébergement par jour, Michel, en raison du manque de place. C'est inexcusable. Je le sais. Des femmes, parfois avec des enfants, se font mettre sur une maudite liste d'attente pour obtenir du soutien. Radio-Canada avait précisé justement que le taux d'occupation des centres, qui était autour de 88 % en 2019-2020, atteignait aujourd'hui 103 %. Les centres débordent carrément. Puis malgré tout, aucun nouveau centre n'a vu le jour. C'est enrageant. Je suis outrée. Je le sais. Dans un article de Radio-Canada qui date du 6 mars 2024, on indiquait qu'il y avait 600 places en maison d'hébergement qui tardaient à voir le jour en raison des délais, mais surtout en raison des incohérences entre le gouvernement et la Société d'habitation du Québec qui est responsable de donner le go aux nombreux projets de construction des centres. Mais qu'est-ce qui bloque au juste?
Eh bien, d'après la Société d'habitation du Québec, les projets de construction des centres ne correspondraient pas aux normes et aux exigences de construction du logement social. Sauf que, Michel, on s'entend-tu là qu'on ne parle pas de logement social Mais ici? non, je sais. C'est bien plus que ça. On parle de centres d'hébergement, donc d'espaces qui permettent d'accueillir des femmes et des enfants qui ont un besoin urgent d'aide et de soutien. Donc, des établissements qui doivent offrir un hébergement sécuritaire, des lieux d'échange, des terrains de jeu pour les enfants, des locaux où des policiers peuvent se rendre en toute confidentialité, des installations destinées aux employés. On parle aussi de normes spécifiques de sécurité, comme des fenêtres incassables, un bâtiment en forme de U pour permettre un espace extérieur central à l'abri des regards, des systèmes d'alarme. Bref, c'est normal que ça ne fitte pas avec le programme de logement social. Sauf que les responsables de projets se font dire que ça coûte trop cher la porte, puis les projets ne reçoivent pas le financement nécessaire en bout de ligne. Ce n'est que de la bureaucratie. Absolument. D'ailleurs, tu as sûrement vu le mouvement sur les réseaux sociaux qui a eu lieu en mars 2024 pour justement dénoncer les paroles de la ministre France-Hélène Duranceau, responsable de l'habitation. Plusieurs personnalités publiques ont utilisé le « Nous ne sommes #pas des portes » en faisant le lien avec le commentaire disant que les projets coûtaient trop cher la porte, et ce, sans tenir compte des victimes de violences conjugales qui sont la raison principale derrière la construction de ces centres-là. C'est incroyable. Eh bien, via ce mouvement-là, on demande à ce qu'un programme de financement spécifique et adapté à la réalité des centres d'hébergement soit mis sur pied par le gouvernement en arrimant, bien entendu, les ministères de la Santé, de la Condition féminine et de l'Habitation. Parlez-vous, pour l'amour. Puis vite. Oui. Je vais te lire un paragraphe d'un article de la journaliste Rima El-Khoury dans la presse du 26 mars 2024 que j'ai trouvé percutant. On n'économise rien du tout en disant « patienter » à des femmes et des enfants qui tentent d'échapper à un foyer violent. Oui, ça coûte cher de construire suffisamment de maisons d'hébergement, mais ça coûte encore plus cher à une société de ne pas le faire, en vie brisée, en problèmes décuplés, en avenir hypothéqué, en épuisement professionnel d'intervenantes qui ne savent plus quoi dire aux femmes en détresse qui les appellent en larmes. Et Michel, cette grande couverture médiatique-là, qui dénonce justement les incohérences comme Mme El-Khoury le fait si bien dans son article, eh bien, elle semble avoir été entendue par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Le communiqué sur le site de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes précise qu'enfin, le ministère aurait accepté de faire la distinction entre le programme de logement social et les maisons d'hébergement, ce qui amènera, on le souhaite, des réflexions, mais surtout des ajustements dans la gestion du budget destiné au projet de construction des centres. À ce jour, on confirme déjà que certains plans de construction qui avaient été mis sur la glace ont été réétudiés et des solutions ont été proposées et approuvées. Ça aura pris des années avant que ça bouge enfin un petit peu. En novembre 2023, M. Daniel Bisson, le frère de Sylvie, a fait planter un lilas sur le bord de la rivière du Nord, à Saint-Jérôme, près du Jardin des Arts, avec une plaque commémorative en mémoire de sa sœur et sa nièce, évidemment, mais aussi en mémoire de toutes les victimes de féminicide. L'emplacement du lilas est un hommage à la passion de Sylvie pour la nature et le plein air. M. Bisson espère pouvoir conscientiser et sensibiliser la communauté face aux trop grands problèmes que représente la violence conjugale depuis les dernières années au Québec et ailleurs au pays. Je ne peux pas m'empêcher, Michel, de me demander si Myriam Dallaire fait partie de celles qui ont tenté d'aller chercher de l'aide, mais qui sont malheureusement restées coincées dans l'engrenage d'un système défaillant. Un système sourd et lent qui reflète le manque de cohérence entre certaines décisions du gouvernement et les solutions nécessaires qui permettraient enfin de mettre un terme au fléau ou du moins de le ralentir. Il aura fallu que Romane Bonnier, Anna Witangak, Andréane Ouellette, Nathalie Piché, Lisette Corbeil, Diane Serafika Diner, Katalouk Paningayak Nalouiouk, Rebecca Harry, Nadège Jolicoeur, Caroline Labonté, Nancy Roy, Marlie Édouard,
Elisapi Agma, Myriam Dallaire et plusieurs autres femmes en 2021 tombent sous les coups de leurs bourreaux pour qu'une énième mobilisation de la population soit enfin entendue. Mais le combat est loin d'être fini. Il continue, et ce, au nom de toutes les victimes d'hier, d'aujourd'hui et malheureusement, celles de demain. Pour contacter l'organisme SOS Violence Conjugale, vous pouvez appeler sans frais au 1-800-636-9010. Annie, en faisant ma recherche pour la disparition d'aujourd'hui, je me suis demandé plusieurs fois comment je faisais pour travailler avant, quand j'avais pas encore établi de pont avec les enquêteurs de meurtres et disparitions irrésolues du Québec, NDIQ, et que j'avais pas d'autres sources que les journaux ou les pages Facebook dédiées pour mener à bout mes recherches. Chaque fois, je suis non seulement sincèrement reconnaissante d'avoir le grand privilège, on va se le dire, de discuter des dossiers des disparitions que je couvre avec des personnes clés qui travaillent directement à les résoudre, mais je me désole aussi de constater à quel point la couverture médiatique est mince et en surface comparée à l'histoire réelle. Bon, je sais, là, je sonne comme un disque qui saute, référence de vieille madame. Mais c'est une chose de ne pas trouver de couverture médiatique, c'en est une autre d'en trouver une, mais de constater qu'on survole à peine la surface de l'histoire. Bon, je sais, je suis redondante avec mon chiolage de couverture médiatique, mais n'empêche que pour cet épisode-ci, j'en reviens juste pas d'à quel point je t'aurais raconté une histoire complètement différente de la réelle affaire si j'avais pas eu la grande chance de m'entretenir avec la détective privée Maryse Saint-Germain. Fabuleuse Maryse. Allô, Maryse. Que vous avez peut-être eu la chance de voir aux côtés de la journaliste d'enquête Marie-Christine Bergeron dans la poignante série L'Appartement 5. Si vous n'avez pas vu cette grande série, courez-y. Je n'avais pas vu une série, moi, aussi engageante depuis longtemps. C'est vrai que c'est incroyable. Bref, Maryse a eu la gentillesse de me raconter les grandes lignes de ce qu'on sait de cette histoire terrible. Une autre histoire de disparition qui, je t'avertis, Annie, va probablement te rester en tête et t'empêcher de dormir pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, je vous raconte ce qu'on sait de la disparition de Nadia Lantin. En septembre 2021, Nadia Lantin a 51 ans et habite le petit village de Newport, en Gaspésie. Elle est maman de 2 grands gars, Mathieu et Kevin. Et quoique j'ai pas leur âge exact, je peux te dire qu'ils sont tous 2 des adultes sonnants, des hommes, ce qui me fait penser que Nadia a dû les avoir très jeunes. Surtout Mathieu, l'aîné, qui semble avoir autour de 35-36 ans, selon mes sources. Elle fréquente depuis quelques années son amoureux, qui n'est le père d'aucun de ses 2 enfants. Et Annie, comme il est nommé nulle part dans les médias, je vais y aller en ce sens aussi et utiliser un prénom d'emprunt pour m'y référer. On va donc l'appeler Fred. OK. Nadia est donc en couple avec Fred depuis quelques années, comme je disais, mais demeure en excellente relation avec Marc Alain, son ex, avec qui elle a passé 27 longues années. Des années pas toujours faciles au dire de la famille et des fils, puisque Nadia a souvent eu à faire face aux vagues causées par son alcoolisme et à un rythme de vie parfois chaotique, parfois instable. Une de ces vies pas toujours faciles, Annie, mettant à l'épreuve la force de caractère et la résilience de Nadia, qui a toujours su se relever et affronter les périodes plus sombres avec force et courage. Tant et si bien qu'à ce moment-là, à 51 ans, Nadia Lantin était heureuse et stable, bien qu'elle combattait toujours une consommation d'alcool plus ou moins contrôlée, en plus de vivre avec l'épilepsie qui pouvait être à l'occasion exacerbée par sa consommation, bien que, la maladie, elle aussi, était plus ou moins contrôlée là, par une prise quotidienne de médicaments. On est en septembre 2021. Depuis 3 semaines, Nadia a un nouvel emploi au IGA de Chandler, petit village voisin de Newport. Un emploi simple et agréable qui lui convient parfaitement. Depuis les quelques semaines où elle travaille, Nadia a pris l'habitude de téléphoner à Gloria, sa mère, avant la fin de son quart de travail pour lui demander si elle a besoin de quelque chose à l'épicerie. Puis lorsque cette dernière lui passe une commande, Nadia se fait un point d'honneur de passer déposer chez sa mère ses courses en retournant à la maison. C'est exactement comme ça que se passe la fin de son quart de travail du mercredi 22 septembre 2021.
Après avoir brièvement parlé à Gloria, Nadia quitte le supermarché IGA, encore vêtue de son uniforme de travail, avec un paquet de crotons dans les mains. Destination Newport, là où habite aussi sa mère, située à une vingtaine de kilomètres du commerce en direction ouest sur la 132. Nadia assure à sa mère qu'elle sera chez elle dans une vingtaine de minutes, tout au plus. Il est autour de 17 heures. Le problème ici, Annie, tu me vois venir, c'est que 17h30 passe, puis 18h, et toujours aucune nouvelle de Nadia. Gloria, qui connaît par cœur les habitudes de sa fille, commence à s'inquiéter dès les premières minutes où Nadia aurait dû arriver. Il n'arrive pas. Les minutes s'écoulent, longues comme des heures, et Maryse de MDQ me confiait qu'entre 18 et 21 heures, la famille et les proches tentent de rejoindre presque frénétiquement Nadia, mais sans succès. Personne ne comprend où elle est passée, pourquoi elle ne répond pas au téléphone et pourquoi elle ne s'est pas rendue au rendez-vous chez sa mère comme prévu. Déjà, on comprend que cette situation n'est pas banale. Mais ça, c'est rien à côté de ce qui se passera ensuite. Autour de 21 heures, difficile de dire qui arrive à rejoindre qui Annie, mais enfin, Fred arrive à parler avec Nadia, finalement. Impossible de savoir comment commence l'appel, mais je suis certaine que le ton de Fred change quand il entend la voix terrifiée de sa blonde au bout du sans-fil, malgré la fioriture et le signal très mauvais de l'appel. Ce qu'il croit comprendre, c'est que Nadia lui signifie qu'elle est perdue dans le bois, qu'elle n'a aucune idée d'où elle se trouve réellement et qu'elle cherche son chemin depuis des heures. Elle croit être proche de l'ancienne maison de sa sœur, Claudette, qui a longtemps habité dans l'une des sorties de l'immense parc boisé de la ZEC des Anses. Bon, pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi une ZEC, il s'agit d'une zone d'exploitation contrôlée, donc un immense territoire boisé, contrôlé, surtout prisé par les chasseurs et les pêcheurs, où on doit généralement s'enregistrer avant de pénétrer. Dans le cas qui nous concerne, la ZEC des Anses est tout près de Chandler, là où travaille Nadia, et couvre un territoire de 164 km². Donc, on s'entend, là, on ne parle pas d'un petit bois. Puis, il n'y a pas vraiment de sentier, si je ne me trompe pas, à l'intérieur des ZEC. Hein? C'est vraiment... c'est très dense. C'est à l'état pur, là. Oui. Fred, donc, téléphone à la main, essaie de comprendre ce que son amoureuse tente de lui dire. C'est vraiment pas facile, Annie. Comme me disait Maryse, la ligne coupe continuellement, comme si Nadia appelait d'un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de signal. Nadia affirme qu'elle n'a absolument rien pour se repérer, sinon son feeling qu'elle n'est pas loin de l'ancienne maison de sa sœur, comme je te disais. Elle ajoute entre deux fioritures qu'elle peut apercevoir la lune, qu'elle se déplace à pied et qu'elle entend de l'eau. Je ne sais pas à quel point Fred a insisté pour savoir ce qu'elle faisait là, vu l'état de panique de sa blonde et la très mauvaise qualité de l'appel, mais selon ce que j'ai compris, Nadia elle-même ne semblait pas avoir la réponse à ça. Mais voyons donc! Fred se pose pas trop de questions et fonce plutôt sur place. À l'entrée de la ZEC et toujours au téléphone avec Nadia qui est de plus en plus paniquée, il klaxonne encore et encore et lui demande si elle peut entendre le son. Et répond qu'elle pense que oui, qu'elle croit entendre un klaxon au loin. Puis, la ligne coupe. Et plus rien. Le silence de la nuit comme seule trame sonore, Fred tente de rejoindre encore et encore son amoureuse, mais aucune réponse. C'est la dernière fois que qui que ce soit aura des nouvelles de Nadia Lantin. Il est 22 heures quand Fred contacte les autorités et très vite, les secours se pointent. Mais Annie, là, dans la pénombre totale, dans une forêt touffue et immense comme la ZEC des Anses, les recherches débutent assez modestement. Évidemment, les autorités sillonnent les chemins principaux immédiatement, mais aucun signe de Nadia. Aux aurores, les recherches s'enclenchent de façon plus sérieuse. Dès les premières heures du matin, on déploie la totale. On part à la marche dans les sentiers, on sort en bateau au bord des lacs, même l'hélicoptère de la Sûreté du Québec est déployé, mais aucune trace de Nadia. Un poste de commandement s'installe dans le stationnement du chalet d'accueil de la ZEC et la Sûreté du Québec, comme je te disais, Annie, ne ménage aucun effort pour retrouver Nadia. Ça va prendre plusieurs heures de recherche avant qu'on fasse une découverte importante. À 8 km de la route, complètement au nord d'où elle aurait dû se trouver, complètement enlisée dans un sentier de motoneige, on retrouve la voiture de Nadia. Je m'en allais poser la question. Évidemment, elle est vide. Nadia ne s'y trouve pas.
À l'intérieur du véhicule, rien de suspect. Maryse me disait qu'il y a eu des tonnes de rumeurs à propos de la voiture quand la nouvelle est tombée dans les environs. Entre autres, que l'intérieur de la voiture était couvert de boue, comme si quelqu'un avait voulu effacer toutes les traces d'empreintes digitales ou autres indices. C'est complètement faux. Ah oui. Rien à signaler à l'intérieur de la voiture. Et pour ce qui est de l'extérieur, la voiture est solidement embourbée, comme si son conducteur avait tenté des manœuvres multiples pour changer de direction, du avance-recul en bon français, là, tant et si bien que la panne à huile sous la voiture était complètement arrachée à cause du piteux état du sentier. En fait, c'était vraiment pas un endroit pour se promener en auto, Annie. Là. On décrit plutôt le sentier comme un endroit pour faire de la motoneige ou du VTT. Donc, c'était vraiment étrange de retrouver la voiture à cet endroit-là. Et surtout, c'était très loin d'où on s'attendait à retrouver les indices du passage de Nadia. Vraiment plus creux et insensé, je te dirais, comme emplacement. Vraiment loin d'une route principale ou d'une route... Très loin, je sais pas comment le dire, 8 km. Ben voyons, 8 km dans le bois, là. Oui. Mais bon, évidemment que cette découverte a dû redonner un souffle d'espoir aux proches et aux policiers déployés sur le terrain. Un nouveau périmètre de recherche est désigné, et bien qu'il soit beaucoup plus compliqué et difficile à rechercher vu la densité de la forêt à cet endroit-là, les efforts reprennent et encore une fois, tout est mis en place pour retrouver Nadia au plus vite. Pendant que tout le monde s'affaire sur le terrain, la voiture est remorquée et passée au peigne fin par les autorités, mais rien à signaler, Annie. Toutes les empreintes retrouvées dans le véhicule avaient une raison d'y être. Assez vite, on constate aussi que Nadia semble avoir quitté son auto avec toutes ces choses parce que la voiture ne contient plus rien de ses effets personnels. Son sac à lunch, qui devait contenir à tout le moins le fameux creton pour Gloria, sa bouteille d'eau, son sac à main, son téléphone, ses clés. Plus rien de ça ne se trouve dans l'auto qui était verrouillée quand on l'a retrouvée. Ça laisse donc présager que Nadia a quitté sa voiture avec tout son matériel pour sortir de son impasse à pied. Et ça rejoint aussi la version de Fred qui raconte que Nadia lui avait dit se déplacer en marchant. Les recherches iront à un train d'enfer durant 10 jours, Annie. Wow! 10 jours où on fouille sans relâche le périmètre, mais aussi d'autres parties de la ZEC. On sillonne les cours d'eau, un survol en hélicoptère, on sort les drones, on sort les chiens. On envoie des agents spécialisés en recherche dans la forêt dense. Mais rien, Annie. Rien, pas le moindre petit indice du passage de Nadia nulle part. Rien du tout. Après 10 jours, donc, le 5 octobre 2021, on annonce dans les médias que la Sûreté du Québec a choisi de mettre fin aux opérations de recherche, malheureusement. Ils affirment, je les cite, avoir fait tout ce qui était humainement possible pour retrouver la femme. Mais on se comprend, Annie, là, après 10 jours, sans le moindre petit indice, ça devient difficile de trouver quoi faire de plus. Les policiers estiment n'avoir d'autre choix que d'attendre un nouvel indice qui permettrait de reprendre les recherches à un endroit désigné. Ceci étant dit, comme on est en pleine période de la chasse, la Sûreté du Québec en profite pour faire passer le message aux chasseurs qui iront à la ZEC de garder l'œil ouvert et de rapporter le moindre détail qui pourrait leur sembler inhabituel. Mais Annie, le temps passe et la période de la chasse s'étire sans que le moindre indice ne fasse surface. Nadia Lantin et toutes ses affaires demeurent introuvables. C'est fou. Évidemment, pour les proches de Nadia et même pour les autorités, on a affaire à 2 insoutenables questions et personne n'arrive à répondre à l'une ou à l'autre. Bon, au-delà de la plus urgente des deux, à savoir où est Nadia, on se demande aussi qu'est-ce qu'elle faisait là, dans la ZEC. Pourquoi son auto s'est enlisée à 8 km de la route dans un sentier vraiment impraticable pour une voiture? Je vais prendre 2 petites minutes pour te mettre le territoire en contexte, OK? Que tu puisses visualiser ce qui s'est passé dans l'itinéraire de Nadia ce jour-là pour qu'elle se ramasse là où sa voiture a été retrouvée plutôt qu'à Newport, comme prévu. Donc, Nadia, normalement, en quittant le IGA, aurait dû circuler sur la route 132 Ouest en ligne droite jusque chez sa mère. C'est pas compliqué. Cela dit, en prenant ce chemin-là sur la 132, on croise le chemin du lac Sept-Îles qui se trouve à peine 4 km à la sortie de la ville de Chandler. Pour aller à la ZEC, Nadia a donc eu à tourner à droite sur ce chemin au lieu de continuer en ligne droite sur la 132, pour ensuite faire 4 km supplémentaires sur le chemin du lac Sept-Îles pour arriver au chalet de la ZEC. Et là, s'enfoncer dans la ZEC sur 8 km dans des chemins pas rapport.
C'est quand même vraiment curieux comme détour. C'est comme s'il y avait vraiment une volonté de sa part d'aller là. C'est carrément inexplicable. C'est inexplicable. Pour Marc-Alain, l'ancien conjoint de Nadia qui s'exprime dans le journal Le Soleil en septembre 2022, rien n'a de sens dans toute cette histoire-là. Encore moins de la savoir dans la ZEC. Annie, je te laisse nous lire sa déclaration. C'est pas une personne de bois. J'y ai toujours été et elle n'a jamais voulu venir avec moi. Elle haïssait ça, le bois. Et la ZEC, elle ne connaissait pas ça et elle n'a jamais monté là. Mathieu, un des fils de Nadia, abonde dans le même sens et renchérit ceci. Je le cite. « Ma mère, dans une route secondaire sur le bord de la mer, elle ne sortait même pas le soir parce qu'elle avait peur des bêtes. » Puis il ajoute en réfléchissant tout haut, « Au pire, si tu te perds dans le bois, tu restes dans la trail ou tu restes dans le chemin principal puis quelqu'un va passer pour t'aider. » Reste proche de ta voiture. Ben c'est ça, j'ai pas le choix, moi aussi, d'être d'accord avec toi. Là. Il semble que ce serait le comportement le plus rationnel à adopter. Là. Pourquoi la voiture de Nadia était aussi enfoncée dans les bois, mais pourquoi elle a quitté son véhicule pour partir à pied en pleine pénombre si elle avait si peur que ça dans le bois? Ben oui, puis en plus, c'était sur un sentier quelconque. Fait que nécessairement, il y a quelqu'un qui serait abouti à elle. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ce sont ce genre de questions-là qui hantent les proches et les policiers sur la disparition de Nadia, entre autres. Toujours dans le journal Le Soleil du mois de septembre 2022, soit 1 an après la disparition de Nadia, sa sœur Claudette s'exprime aussi, racontant que bien que sa sœur ait passé de sombres moments dans sa vie, elle allait désormais beaucoup mieux et que pour elle, il ne s'agit pas d'un geste volontaire. J'arrive à comprendre entre les lignes qu'on sous-entend peut-être dans l'entourage ou en tout cas au travers les rumeurs que Nadia serait allée se suicider au fond des bois, hypothèse complètement rejetée par la famille et par Maryse de MDQ aussi. C'est vrai que ça semble assez alambiqué là, comme façon de mettre fin à ses jours, mais bon. Puis techniquement, elle a appelé son chum. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on peut pas toujours savoir ce qui se trame dans la tête et le cœur des gens qui souffrent. Absolument. C'est assez simple. Pour la sœur de Nadia, Claudette, il n'y a qu'une explication possible. Quelqu'un s'en est pris à sa sœur. Qui? Elle ne le sait pas ou elle ne le dit pas, mais elle est certaine que Nadia ne s'est pas rendue volontairement dans la ZEC et qu'elle n'a certainement pas elle-même enlisé sa voiture à 8 km de la route en pleine forêt. J'ai pris quelques minutes avec Maryse pour parler de cette hypothèse-là, forcément, parce qu'écoute, Annie, c'est pour le moment la seule piste qui expliquerait quelques-unes des failles dans l'histoire, notamment la présence de Nadia sur la ZEC, effectivement, et le fait qu'on ne retrouve son corps nulle part aussi. Est-ce que c'est possible de penser que tout ceci est une mise en scène, simplement? Je commence à me poser des questions, là, bien honnêtement. Que quelqu'un de malveillant est allé déposer la voiture à cet endroit-là pour brouiller des pistes et est parti ailleurs avec Nadia. Maryse me disait que dans les environs de Chandler, on a chuchoté beaucoup sur le compte de Fred, l'amoureux de Nadia. Forcément, c'est le conjoint, c'est le premier sous la loupe. Lui qui disait avoir eu un appel de sa blonde perdue, lui qui, après tout, a mis les autorités sur la piste de la ZEC où la voiture a été retrouvée. Est-ce que c'était un subterfuge ou une ruse? On a aussi entendu la rumeur persistante que la veille de sa disparition, Nadia aurait quitté son corps de travail quelques minutes durant sa pause au IGA pour traverser la rue et acheter de la drogue à un dealer bien connu de l'endroit. Cette transaction aurait été faite pour Fred. Autrement dit, Nadia se serait procuré de la drogue pour lui. Est-ce que sa disparition pouvait avoir un lien avec cet échange-là? Est-ce que Fred est impliqué dans des histoires pas nettes et Nadia aussi par la bande? Écoute, Annie, à ce point-ci, là, tout est sur la table, je présume, mais je peux te dire que Fred n'est pas considéré comme un suspect dans l'affaire et qu'il a été interrogé plusieurs fois, sa vie entière passée au peigne fin. Selon ce qu'on raconte, sa maison est remplie de photos de Nadia et sa peine et son inquiétude ont toujours été palpables, selon Maryse. Je présume aussi que les autorités ont dû vérifier le téléphone et confirmer les appels avec Nadia. Ils ont aussi confirmé la géolocalisation de son téléphone et que rien de suspect n'a émergé de toute leur démarche. Sinon, il y aurait eu arrestation ou à tout le moins une aura de suspicion au-dessus de Fred, ce qui ne semble pas être le cas officiellement, à part pour les rumeurs dans le village. Je tiens quand même à préciser que ce que j'avance, je le fais sous toute réserve. Je n'ai pas la position de la famille sur le sujet. Je sais qu'ils croient à la théorie de l'acte criminel, mais je ne sais pas s'ils ont un ou des suspects en tête. Pour les autorités, pourtant, la situation semble claire.
Toujours dans cet article du Soleil de septembre 2022, la SQ laisse entendre qu'ils n'ont aucune piste qui permet de croire qu'une tierce personne a été impliquée dans l'histoire. L'hypothèse la plus plausible, selon eux, celle qu'ils soutiennent du moins, c'est que pour une raison inconnue, Nadia s'est dirigée vers la ZEC et s'est enlisée, qu'elle s'est ensuite perdue en tentant de rejoindre le chemin. Écoute, Annie, ça se peut aussi, mais disons que ça laisse des trous béants dans ce qui expliquerait ce comportement-là de la part de Nadia. C'est en septembre 2023, soit 2 ans après la disparition de Nadia, que 8 bénévoles de meurtre et disparition irrésolue du Québec décident de se rendre à Chandler, dans la ZEC des Anses, pour tenter de retrouver le corps de Nadia ou du moins un indice de son passage. De la cohorte, on trouve 5 enquêteurs, 3 maîtres chiens et 4 chiens entraînés à détecter l'odeur de cadavres. Interviewé au sujet de leur démarche, Stéphane Luce, le président et fondateur de MDQ, explique à la journaliste de Radio-Canada Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qu'il réfléchit à plusieurs hypothèses. Je le cite. Nadia a peut-être été victime d'un accident, d'une attaque de coyote. Ça pourrait aussi être un meurtre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Une fois sur place, les bénévoles de MDQ et les agents de la Sûreté du Québec se rencontrent pour faire le point sur les recherches déjà faites et sur le territoire à couvrir. L'idée est bien entendu de passer là où les recherches n'ont pas encore été effectuées et de voir à l'aide des chiens si une odeur n'est pas détectée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de lire un peu plus sur la détection de l'odeur de cadavre par les chiens, Annie. Plusieurs fois, Stéphane Luce prend la peine d'expliquer en entrevue le déroulement exact des opérations, ce que j'ai énormément apprécié de sa part. Premièrement, il explique en entrevue sur les ondes de Bleu FM qu'il a pris la peine de contacter l'Université de Trois-Rivières où on effectue des tests en rapport avec le corps en décomposition pour s'assurer que les chiens pouvaient bien repérer l'odeur d'un corps même après 2 ans dans les bois, ce que les autorités compétentes lui ont confirmé. Il explique ensuite que sur le terrain, pour garder les chiens motivés et alertes, il leur lance dans les bois un genre de contenant qui décrit un peu comme une salière, contenant un morceau de jeans qui a été en contact avec un corps décomposé. Les chiens partent alors à la recherche de l'odeur et rapportent la salière en échange d'une récompense, évidemment. Tu sais, c'est tellement logique dans le fond, là. Si tu fais chercher ton chien toute la journée en vain, sans qu'il trouve quoi que ce soit, puis sans qu'on le récompense jamais, ben la bête va se démotiver et ne plus trouver de sens à son devoir. Donc, en agissant ainsi, le chien est content. Il travaille concrètement et se fait récompenser, en plus d'épater, les maîtres chaque fois, on s'entend, hein? Trouver une minuscule salière dans un espace hyper dense et boisé et la ramener peu importe où elle se trouve, ça a de quoi prouver aux maîtres chiens qu'ils ont fait du bon boulot. Donc, on s'attend à ce que le chien découvre autre chose que la salière, dans le fond. Oui, on lui lance pas toute la journée. Bien, c'est ça. OK, je comprends. C'est ça. Pendant des longs bouts, il sniffe. Parfait. Puis là, quand tu vois qu'il trouve rien, tu le récompenses en lançant une odeur puis il la ramène. C'est ce que je comprends. Oui, OK. Mais bon, malgré 2 jours intenses sur le terrain, aucune trace de Nadia ni de ses effets personnels. Les chiens ont eu beau chercher encore et encore et ils n'ont rien trouvé d'autre que la fameuse salière durant leur travail acharné. Pour Stéphane Luce, toujours philosophe, le travail n'a pas servi à rien. Il a plutôt servi à couvrir plusieurs kilomètres qui n'avaient jusque-là pas été fouillés. C'est un pas de plus vers la résolution de ce mystère entier et total. Maryse me racontait que l'équipe de MDQ allait probablement retourner dans la ZEC pour couvrir un autre bout de territoire. À suivre. Alors, Annie, c'est ici qu'on en est avec l'histoire de Nadia. Depuis le passage de MDQ l'an dernier, alors que les chiens cherchaient des réponses dans la forêt et que Maryse, elle, en profitait pour parler aux proches et aux résidents de Chandler, rien de plus n'est apparu au tableau des indices dans cette histoire absolument impénétrable. Quoique, je dis ça, mais Maryse a peut-être réussi à tirer une autre piste en discutant avec les proches, en apprenant quelque chose que personne n'avait pris en considération jusque-là. L'épilepsie de Nadia. Tu te souviens, Annie, au début de mon segment, je t'ai parlé du fait que Nadia vivait avec l'épilepsie et que sa condition était, oui, contrôlée, mais quand même susceptible de ressurgir due à sa consommation d'alcool. Selon les proches, Nadia aurait même eu dans le passé des épisodes d'absence. En fait,
J'ai été renversée de lire un peu plus sur l'épilepsie et de me rendre compte que les crises là, ne sont pas toujours ce à quoi on pense quand on parle d'épilepsie. Hein? C'est pas le grand mal dans les filles de Caleb. Non, exactement. Là. Comme moi, là, je suis certaine qu'instinctivement, quand on parle de crise d'épilepsie, la plupart des gens s'imaginent quelqu'un couché sur le sol en convulsion. Mais pourtant, il y a toutes sortes de manifestations de l'épilepsie et elles ne sont pas toutes sous forme de crise et de convulsions. Il y a même un phénomène assez répandu chez les personnes souffrant de cette condition qui s'appelle absence épileptique et qui sont décrits comme tels sur le site de l'Association québécoise des neuropsychologues. Il n'est pas rare d'observer un trouble de mémoire ou attentionnel des fonctions exécutives chez les enfants et les adultes épileptiques. Dans le manuel Merck, on parle des crises d'épilepsie de la façon suivante. Toutes les crises ne sont pas accompagnées de convulsions. Elles peuvent se manifester sous forme d'absence ou de confusion. On enchaîne en affirmant que les absences sont exacerbées par le manque de sommeil, l'alcool et le stress. Est-ce que l'épilepsie est la clé du mystère ici, Annie? Est-ce que Nadia a pu, dans ce qu'on appelle une absence épileptique, tourner sur le mauvais chemin, dans un genre d'état second et s'enfoncer creux dans les bois? Est-ce que ça pourrait expliquer son état de totale confusion au téléphone avec Fred alors qu'elle ne semblait pas elle-même savoir ce qu'elle faisait là dans le sentier de la ZEC? C'est quand même une piste intéressante qui pourrait expliquer certaines choses dans l'histoire ahurissante de la disparition de Nadia Lantin, c'est sûr. Mais une chose demeure inexplicable par contre. Où est son corps? Comment ça se fait qu'après tant d'heures de recherche, personne n'ait pu trouver le moindre indice de son passage dans la ZEC, à part sa voiture? À quel point elle a pu s'enfoncer hors des sentiers pour se rendre à ce point introuvable? Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait retrouvé aucun indice d'elle? Est-ce qu'elle est bel et bien passée par la ZEC ou est-ce que quelqu'un a orchestré toute cette mascarade pour cacher son crime? J'aimerais tellement pouvoir te donner les clés de ce mystère-là, Annie. Malheureusement, je dois te laisser ici avec rien de plus, sinon la promesse de vous tenir informé des développements dans cette terrible histoire qui dure depuis septembre 2021. Si vous avez des informations relatives à la disparition de Nadia Lantin, contactez sans hésiter la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.